de la vie sociale de notre pays, de notre continent et du monde. Monsieur Claude Sebag, soyez les bienvenus. Merci, bonjour. D'accord. Vous êtes le vice-président d'une association ou un ONG dénommée Terre de Colle. D'abord, Terre de Colle, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, en fait, l'association, l'ONG, c'est le CIRA, le Comité international pour la renaissance de l'Afrique, qui a beaucoup travaillé au Congo, qui est présidé par Madame Maria Mela. Terre d'école est un nouveau programme que nous développons et que nous mettons en place aujourd'hui. Quelle est la signification de Terre d'école? Terre d'école émane de l'idée du président du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui a souhaité qu'il y ait un champ associée à une école. Et donc l'idée a été reprise, elle a fait l'objet d'un échange avec des experts et on est arrivé aujourd'hui à un projet qui est centré sur les racines locales, les racines du savoir. Et d'ailleurs c'est notre signature, les racines de notre savoir pour un développement durable. Et l'idée c'est de vraiment reprendre toutes les traditions, toutes les connaissances qui ont été oubliées. Vous savez comme moi, Monsieur Sebag, qu'on est dans un moment que le thème développement durable est un peu à la mode. Oui. Vous venez d'énoncer l'objectif de votre association, qui est une branche de la CIRA, l'ONG. Mais alors, le plus souvent, c'est que de la propagande, beaucoup de belles paroles. Et comme ce que vous venez de dire, les savoirs qui ont été perdus, vous voulez les raviver. Alors, qu'est-ce qui va faire que les téléspectateurs qui vont vous suivre disent qu'écoute, cette fois-ci, Terre d'école, ce n'est pas de la propagande simple, que c'est vraiment quelque chose qui a de contenu? Ben écoutez, de toute façon, les téléspectateurs et les Congolais doivent mesurer le résultat d'une action. Terre d'école, c'est un projet, c'est une action qui va se mettre en place et il faudra en mesurer le résultat et le résultat de cette action. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la notion de développement durable est assez galvaudée. La différence de Terre d'école, en fait, je ne sais pas s'il y a une différence. Notre souci à nous, c'est de nous appuyer sur les enfants pour construire une nouvelle façon de penser, et on attend des enfants et on s'engagera avec les enfants pour qu'ils communiquent auprès de leur famille et des attitudes simples, parce que finalement c'est la construction de toutes ces actions isolées qui va faire que au final on va avoir un résultat, et un résultat tangible, mesurable par tout le monde. Mesurable par tout le monde. Allons dans le concret. Quand vous dites que ce sont les enfants qui seront peut-être comme le fil conducteur de cette transmission, qu'est-ce que vous alliez faire concrètement à ces enfants qui feront que peut-être ils pourront mieux éduquer leurs parents ou les aînés? Alors, Terre d'école, c'est un programme qui associe une éducation traditionnelle, classique, à une éducation centrée sur la terre. Donc à côté, avec l'école, il y aura un terrain qui sera cultivé par les enfants. Et l'éducation classique va rentrer dans le programme traditionnel de l'État. En ce qui concerne l'éducation autour de la terre, eh bien, les enfants devront recenser les besoins alimentaires locaux. À partir de ces besoins, ils vont déterminer une liste de plantes. Avec leurs enseignants, ils vont choisir les plantes qui s'adapteront parfaitement au terrain, aux conditions climatiques, et ils tireront d'ailleurs bénéfice de cette connaissance autour de l'environnement et des connaissances climatiques. Cette liste de plantes étant établie, liste de plantes à cultiver, eh bien les enfants devront retrouver auprès de leurs parents et leurs grands-parents toutes ces traditions, toutes ces connaissances ancestrales qui ont été, on va dire, mises entre parenthèses, et dont notre objectif est de les faire revivre. Alors les enseignants doivent être formés, et ils le seront, et il y aura une équipe de chercheurs francophones et africains qui resteront sur place et qui, tout le long de l'année,
eh bien, coacheront les enseignants dans ce programme et ils apporteront en fait une connaissance, ils donneront du sens à partir de ces connaissances ancestrales. Eh bien, je dirais que ils donneront du sens à ces connaissances à travers la science et à travers ces chercheurs qui seront sur place. Donc c'est un lien clair entre la tradition et la modernité, et cette tradition et cette modernité ne s'opposent pas, ne peuvent pas s'opposer, mais le Terre d'école est ancré vraiment sur la connaissance locale. C'est là la racine du projet. Bon, la racine du projet, je crois qu'il faudra que vous essayiez de me faire comprendre très bien. Quand vous dites que les enfants, ils vont choisir, est-ce que ce n'est pas un peu caricatural? Les enfants vont venir, les enfants là, ils connaissent quoi pour que c'est eux qui choisissent les plantes et qui vont choisir ce qu'ils veulent faire? C'est un genre de laisser-faire que vous êtes en train de... Un chaos. Vous savez, je crois que donner de la liberté aux enfants, c'est aussi leur permettre, ça rentre dans la pédagogie. On peut avoir une liste de plantes, on peut vouloir établir un choix, mais il faut en comprendre pourquoi un choix est bon et pourquoi un choix est moins déterminant. Et c'est là le rôle des enseignants. Donc c'est vrai qu'il faut laisser une liberté aux enfants parce qu'un jour, ils seront confrontés avec leur propre vie et qu'il va falloir qu'ils s'adaptent à leur propre vie. Je crois qu'il y a une notion de coaching, et un coaching par les enseignants et par les chercheurs, et c'est vraiment le centre du projet. Donc je dirais c'est une liberté, pas totale, une liberté qui va s'appuyer sur la compréhension des choses. Alors donc, comme par exemple on est ici, on a un jardin derrière nous, oui. Un groupe d'enfants vont se lever un beau jour, dire écoute, moi je veux des palmiers, et c'est ça qu'on va faire, donc ça se passerait comment? Alors, ça se passera d'abord sur les besoins alimentaires locaux. D'accord. Hein, c'est vraiment, il va y avoir un recensement de ces besoins alimentaires et à partir de là, on établira et les enfants établiront la liste des plantes qui sont nécessaires. Et dans un deuxième temps, avec leurs enseignants, ils reprendront cette liste et détermineront celles qui s'adaptent le mieux à l'environnement du terrain et celles qui vont aussi donner une pédagogie importante parce que les plantes c'est une science, et donc il est important que les enfants comprennent cette science. D'accord, c'est une science que les enfants ne connaissent pas. Bah écoutez, le propre de l'école, c'est d'apporter une pédagogie. D'accord. Donc s'ils connaissent, tant mieux, ils enrichiront leurs amis. Et s'ils connaissent pas, eh bien, ils recevront l'éducation nécessaire pour comprendre les plantes. D'accord. Alors, Monsieur Seba, comment allez-vous faire pour raviver des traditions ou des modes de vie du passé que le modernisme a, semble-t-il, détruit ou négligé? Est-ce que... Alors, comment allez-vous faire? Est-ce que c'est en faisant venir des professeurs, vous avez dit francophones, ça veut dire d'Afrique et hors Afrique, ou ça serait en peut-être réparti à la base et voir des anciens qui vous enseignent ces b.a.-ba? Alors, les enseignants et les chercheurs sont des experts dans ce domaine. Et on s'appuie sur une équipe du Collège de France qui travaille depuis de longues années sur la Papouasie et qui a déjà mis en place ce type de projet. Donc c'est pas un laboratoire ou plutôt c'est pas un test d'une méthode. La méthode, elle est connue. Elle a besoin d'être adaptée. Donc les enfants seront, donc encore une fois, il y aura ce coaching permanent, mais ce qui est important, et vous avez parlé de nos sociétés qui ont un peu mis de côté cet aspect-là, je crois qu'à l'inverse des autres projets, Terre d'école est enraciné au niveau local. Et ce n'est pas un modèle transposé de l'Europe ou de l'Occident pour l'Afrique, à chacun de s'adapter à ce modèle, mais c'est vraiment un modèle qui prend appui sur le besoin local, la connaissance locale, l'utilisation des plantes localement. Voilà. D'accord. Alors, une autre question que je voulais vous poser, quand vous dites ça, tout ça maintenant, c'est
uniquement un projet. Est-ce que vous aviez quelque part au Congo ou à Brazzaville qui serait comme entre guillemets un champ d'expérimentation où là on va voir en pratique tout ce que vous avez envisagé faire? Alors notre première école sera construite au Congo, à Kintélé, face à la nouvelle université. Nous avons le terrain qui nous a été donné par le gouvernement du Congo. Nous avons un sponsor, donc le financement de l'école est bouclé. Et nous allons démarrer dans les prochaines semaines, nous allons poser la première pierre et nous voulons ouvrir la première école en septembre 2013. Voilà, donc c'est un projet qui est construit maintenant. Qui est construit. Alors, qui est dans une phase de réalisation. Une phase de réalisation. Alors, Monsieur Sebak, une autre question que je voulais vous poser, en dehors du Congo ou de Kintélé qui est là où vous allez commencer, est-ce que vous allez aller au-delà du Congo ou au-delà de Brazzaville? Alors, nous étions présents à Rio, et nous avons fait beaucoup de rencontres à Rio et nous avons senti vraiment la volonté d'autres États de participer et d'avoir terre d'école sur leur territoire. Donc nous avons des projets avec le Bénin, le Tchad, nous avons des projets aussi, d'autres projets sur le Congo et nous nous ouvrons aussi sur d'autres pays. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de formaliser cette réalisation de première école et il y a le Maroc aussi, pardonnez-moi, j'oublie, c'est très important. Il est important de formaliser la première école les projets ne manquent pas et l'extension à d'autres pays africains bien entendu et le Rio a permis aussi de percevoir que ce modèle centré sur la connaissance locale s'adapte quasiment à tous les endroits, à tous les pays. Monsieur Sebak, en dehors de l'école que vous allez ouvrir en 2013, septembre à Kintélé, est-ce que il y a un autre plan ou un autre système ou méthode que vous aviez en place que vous pouvez nous dévoiler? Alors, notre volonté, c'est de construire, à travers les écoles installées dans les différents pays, un réseau. Pourquoi un réseau? Bien parce qu'il est important d'échanger. Il est important que chacun prenne et s'imprègne des traditions des autres pays. Et donc, on construira à travers l'informatique et Internet un échange entre toutes les écoles terre d'école et où chacun pourra expliquer ses pratiques, poser des questions et poser des questions aux autres enfants, échanger des photos, échanger des vidéos et faire en sorte que ça devienne une richesse qui va imprégner les enfants pendant longtemps. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la première école de Kintélé couvrira les classes du CE1 jusqu'à la 3e. Donc c'est vraiment un programme dans la continuité et chaque étape sera validée bien entendu. D'accord. Vous m'aviez dit tout à l'heure au début que vous avez eu l'aval du gouvernement du Congo et aussi du président Denis Sassou Nguesso. Est-ce que le curriculum de programme scolaire serait en phase avec celle de l'éducation nationale du Congo? Il est parfaitement intégré dans l'éducation nationale du Congo. On n'a pas vocation à construire notre propre système éducatif, pédagogique autour des mathématiques, de la physique, du français, de l'histoire. C'est le programme traditionnel du Congo. La partie plus développement durable et la partie agricole, elle est bâtie avec un cahier des charges que nous avons établi et une convention sera passée avec le gouvernement qui hébergera ou avec l'État qui hébergera Terre d'école pour que cela respecte ces contraintes et ce cahier des charges sur la partie culture et agriculture. Vous étiez à Rio, comme vous avez dit, et un journal de la place, le seul quotidien d'ailleurs, le Dépêche de Brazzaville, a fait un éditorial sur vous, donc Terre d'école. Alors, qu'est-ce qui a motivé un journal de Brazzaville d'écrire sur Terre d'école à Rio? Est-ce que c'est parce que vous étiez là avec un seul stand un peu exotique ou vous aviez eu un impact à Rio? Alors,
nous étions présents, vous savez, Rio, le sommet des Nations Unies, Rio plus 20, était un sommet avec différentes zones, différents lieux d'exposition et différents types d'exposition. Vous aviez une zone qui était réservée aux officiels, aux chefs d'État, et puis il y avait une zone sur les projets, sur l'action. Et nous étions à ces deux endroits. Et donc, on a présenté notre projet. Nous avons été confrontés avec d'autres associations, d'autres ONG qui étaient dans l'action, et qui avaient la curiosité de connaître notre projet. Et sur la partie beaucoup plus officielle, là, on a senti un véritable engouement. Et je pense que la télé congolaise aussi, je crois qu'il y a eu des interviews, il y a eu des articles. Je pense que c'est lié au fait que d'abord la première école sera à Brazzaville. C'est aussi lié au leadership du président qui est notre président fondateur. Et c'est aussi le fait que c'est un projet qui plaît. Il est parfaitement adapté à l'actualité. Ce lien entre tradition et modernité, c'est une vraie question aujourd'hui qui se pose. Et je pense que pour avoir discuté avec des officiels de grandes ONG, je pense que chacun fait le constat qu'on ne peut plus transposer des modèles. Il faut enrichir une connaissance. D'accord. Quelque chose que je veux poser. Oui, dans les dépêches de Brazzaville, ils ont parlé de vous. Oui. Écrit un éditorial. À la télé congolaise, si je ne me trompe pas, ils ont aussi mentionné. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez le soutien du chef de l'État, ou bien c'est parce qu'il y a les actions concrètes qu'ils ont vues? Et si oui, est-ce qu'il y a eu les gens qui vous ont visité? Parce que si les gens ne vous ont pas visité, donc ça ne représentait à rien. Alors nous avons eu beaucoup de visites. Quant à la raison qui a mené à ce qu'il y ait un article ou un reportage, je pense que c'est votre métier de journaliste. Vous êtes journaliste, vous savez très bien que il faut que ça intéresse les gens, il faut que les projets aient une certaine originalité, ils apportent quelque chose. Et je crois que c'est la raison principale et même essentielle qui a fait que on a retenu un intérêt et on a eu des articles, oui, on a eu une communication qui nous est venue tranquillement. Est-ce qu'on a été visité? Le stand a été énormément visité. Énormément. Et je crois que notre fierté, c'est de constater que 100% des gens à qui on a expliqué le projet étaient vraiment intéressés. Il était surprenant de voir des Brésiliens nous dire il faut que vous alliez en Amazonie. Il était surprenant de discuter avec des ministres de l'environnement de Polynésie ou de Nouvelle-Calédonie et qui nous disent en fait, c'est ce qui nous manquait, c'est vraiment ce qu'on veut faire et on ne savait pas comment le faire et c'est vraiment un projet très riche et très intéressant et qu'on va intégrer dans nos projets d'État. D'accord. En dehors du chef de l'État du Congo, qui est votre parrain, qui est le président d'honneur, si je ne me trompe pas, fondateur, est-ce qu'il y a eu d'autres chefs d'État, d'autres continents ou d'autres pays qui ont visité vos stands? Nous avons eu la visite de M. Boni Yayi, qui est le président du Bénin, mais aussi président de l'Union africaine, qui était émerveillé par notre projet, je crois et qui nous a invités officiellement à venir installer des écoles terre d'école dans son pays. Nous avons reçu aussi la visite du président Idriss Déby, du Tchad. Bien entendu, M. Denis Sassou Nguesso est venu nous rencontrer et d'ailleurs il a inauguré officiellement notre stand. Et nous avons reçu aussi et nous avons pu discuter avec le nouveau président de la République française, M. François Hollande, qui a pris le temps de nous écouter et qui a trouvé dans la simplicité une grande richesse dans ce projet. Ouais. Parlons-nous un peu, de François Hollande. François Hollande est venu discuter avec vous. Oui. Il savait que c'est un stand du Congo. Alors,
Est-ce qu'il savait ou pas? On a été au devant de M. François Hollande qui était sur le stand de la France. De la France, oui. Et il s'est arrêté alors qu'il était en train de serrer pas mal de mains et de saluer un peu tout le monde. Il s'est arrêté pour nous écouter. Et on l'a interpellé sur ce projet. Il a pris, bien entendu, une documentation. Mais vous savez, en fait, le travail de faire connaître un projet tel que celui-là, c'est un travail qui s'inscrit dans la continuité. Donc on continue. D'accord, ma question que vous n'avez pas répondu, M. Sebag. Est-ce qu'il savait que Terre d'école serait basée au Congo-Brazzaville? Alors, est-ce que vous aviez... Non, on n'a pas à cacher ce genre de choses. Ah, et donc, vous savez, la politique, c'est une chose, on ne fait pas de politique. Les enfants n'ont pas à subir la politique. Les enfants sont là... Je veux vous poser ça autrement. Vous ne faites pas de la politique, bien sûr, mais depuis que François Hollande est arrivé au pouvoir en France, ce n'est pas vraiment, soyons sérieux, pas des grands amours. Donc, ça veut dire que ce que vous faites peut peut-être changer la perception de François Hollande vis-à-vis du Congo, vrai ou faux? Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Bon, je vais vous poser une autre question maintenant. Quand vous faites une école comme ça, c'est une école vraiment élitiste, non? Écoutez, c'est une école. Et l'élitisme vient des enfants qui y sont. Notre volonté, c'est de la mixité sociale, la mixité culturelle. Donc, ce qu'on veut, c'est que les enfants soient armés dans la vie et qu'ils puissent réussir. Tout le reste, ça sera que du bonheur. Que du bonheur. Alors, quels sont maintenant les critères de recrutement, ceux qui veulent venir s'inscrire à l'école en 2013? Alors, c'est une école classique. Il y aura une demande classique. Après, il y aura un choix qui sera fait par le collège des professeurs. Voilà. Nous, très sincèrement, encore une fois, c'est une école qui s'inscrit dans le projet de l'éducation du pays. Donc nous, on n'intervient pas là-dessus. Nous, on est là pour apporter cette complémentarité sur l'agriculture, voilà, et la connaissance de l'agriculture. La connaissance de l'agriculture. Alors, quand vous dites qu'il y aura de l'aide, par exemple, hors Afrique, il y a des professeurs africains, mais il paraît, si je ne me trompe pas dans les manuels que j'ai lus, il y aura quand même d'autres apports des experts hors africains, donc peut-être français en particulier. Et ça serait avec quelle organisation précisément? Alors écoutez, on travaille avec le CNRS, hein, le Centre national de recherche scientifique, qui est vraiment le puits et la source de la richesse et de la connaissance en recherche en France, avec des ethnologues et botanistes, et on laisse faire un travail d'experts. Ce qui est important, c'est de ne pas se tromper, et l'expertise des gens est là pour coacher et amener au résultat qu'on attend. D'accord. Autre question que je vais vous poser, que vous avez dit, vous avez le soutien, vous avez déjà des sponsors en dehors du soutien du président de la République. Est-ce qu'on peut savoir qui vous soutient? Alors écoutez, non, parce que notre sponsor tient à garder pour l'instant l'anonymat. C'est une grande société privée et qui n'a vraiment pas hésité, et je profite de l'occasion pour les remercier parce que c'est quand même un budget considérable, et ils nous ont largement aidés. Monsieur Claude Sebag, c'est un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci aussi. D'accord. C'était la grande interview avec Ellie Smith. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu.